Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe, Hello Yann! comment tu vas? Bien et toi? Très bien, ça va. Ok. Métro, boulot, dodo, toujours. Bon, comme d'habitude. Même credo. D'accord. Je souhaite aborder un thème aujourd'hui avec toi. Lequel? Le retour au travail après un long arrêt maladie. Et ma question va se porter sur ton comportement en tant que collaborateur. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire il faut se comporter normalement. Ne pas mettre l'accent sur la maladie de la personne. Mais j'avoue que ça peut être quand même difficile Oui. de rester normal quand on est en face d'une personne qu'on sait malade. Humainement, c'est difficile de vraiment se détacher de cette information. Mais il faudrait arriver à se comporter comme s'il n'y avait rien, tout en restant à l'écoute de la personne, de sorte à remarquer quand ça ne va pas fort et laisser la personne tranquille à ce moment-là. Mais moi, je te rejoins un peu. Quand on parle de longue maladie, ça peut être un cancer, ça peut être une maladie chronique. Il y a plein de facteurs. Oui. Et donc là, c'est vrai que quand la personne a la force de repartir au travail, ce que nous, on doit faire en tant que collaborateur, c'est vraiment jouer sur, comme tu as dit, cette neutralité-là. Il faut lui permettre de retrouver un environnement qu'il a laissé, qui est quasiment identique. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est comme une bouffée d'oxygène pour cette personne. Et donc là, le lieu du travail, c'est vraiment un échappatoire. Et en tant que collaborateur, c'est notre rôle justement de lui permettre d'atteindre cet échappatoire-là. D'accord. C'est toujours plus facile lorsque la personne, disons en convalescence, arrive à faire le boulot. Oui. Disons que cette personne qui revient là, qui est soit en convalescence ou peut-être encore malade, mais comme tu dis, qui peut de nouveau avoir quand même une activité et tout, n'arrive pas à faire le boulot. Disons que cette personne arrive et est très fatiguée, cette personne ne performe, n'est pas en capacité de performer. Comment est-ce qu'on agit? Parce que là, c'est encore plus difficile de faire fi de l'état de la personne. Oui, je comprends. Puisqu'on va avoir du mal à lui confier des tâches. Et ça, cette personne-là va le sentir que, vu que je suis malade, on ne me donne pas des trucs. C'est là où le rôle justement de sa hiérarchie et des ressources humaines va être important, dans le sens où on peut définir un parcours justement avec ce collaborateur-là. C'est-à-dire que les objectifs, les performances ne vont pas être les mêmes qu'un collaborateur qui est au travail depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on va adapter justement sa performance par rapport à son état de santé, ce qui est justifié. Donc il s'agit de vraiment tout réaménager. Je ne sais pas si les entreprises le font, je ne sais même pas si elles ont la volonté de le faire. Alors il peut avoir une volonté, mais après il faut s'intéresser aussi aux dispositifs adéquats. Il en existe bien sûr, mais il faut que l'entreprise ait cette maturité-là pour s'approcher des dispositifs légaux pour pouvoir justement accompagner cette personne-là. Et là, je pense qu'on part même au-delà du cadre professionnel. C'est vraiment se dire qu'on a un levier supplémentaire dans son entreprise. C'est vraiment la sphère sociale et la sphère du travail qui va être importante. Et là, le rôle des ressources humaines prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut à la fois penser aux bénéfices de l'entreprise et également au bien-être du collaborateur. Et ça sera tout à son honneur, je pense. Ok, d'accord. Moi, je pars aussi du cas de figure où, tu sais, quand tu reviens de longue maladie, j'ai évoqué ton cas, par exemple, en tant que collaborateur. Oui. Mais tu as également le cas où l'ensemble des collaborateurs ont l'information. Et au sein des entreprises, des fois, cette neutralité-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire que tu vas avoir des messes basses, des gens qui parlent. Et en fait, le fait d'entendre justement ces messes basses-là, ça le démobilise complètement en fait. Et c'est là où justement l'effet de groupe, cette neutralité-là doit être globale. Et c'est malheureusement pas le cas, bien souvent. Mais est-ce que c'est possible? Dans l'entreprise, tous les membres de l'équipe, ce sont des êtres humains. Et
c'est très difficile de faire en sorte que tout le monde pense pareil. Oui, c'est vrai. Et agisse de la même façon. Donc, s'il y en a dedans qui font des messes basses, moi j'ai tendance à me dire que ça va très probablement en fait arriver. Voilà. Il y a des gens qui vont parler, se poser des questions et malheureusement, pas aller poser les questions de la bonne façon à la personne concernée. Et oui. Donc, j'ai vraiment du mal à me représenter une entreprise avec une équipe plus ou moins grande où ce type d'événement-là ne va pas se produire. C'est bien dommage. Voilà. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que je vais te donner un exemple. Je prenais le métro avec une personne qui était défigurée, donc le visage un peu difforme. Oui. Donc je l'ai pris en même temps que lui, d'accord? Oui. Je l'ai regardé une première fois. Bon, mais oui, j'ai vu qu'il était difforme. J'ai vaqué à mes occupations. Donc on était assis face à face. En fait, pendant tout le trajet, cette personne-là me fixait. Et à un moment donné, j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que toutes les personnes, en fait, les gens dans le métro, en tout cas dans la rame, ne faisaient que le fixer. Déjà, tu sors de chez toi avec voilà, cet handicap-là. Tu as un mental pour pouvoir prendre le métro et partir au travail. Et en fait, tu te rends compte que les gens, en fait, la chose qu'ils font, c'est de critiquer, te regarder et autres. Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte, mais en sortant de la rame, en fait, je me suis rendu compte qu'il me fixait parce qu'il se rendait compte que j'étais la seule personne à ne pas le regarder, en fait. Et je pense que ça l'a déstabilisé dans le sens où il s'est dit « Ah mince, il y a au moins quelqu'un qui tient pas, enfin, qui ne regarde pas mon aspect. » Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, si tout le monde pouvait avoir cette réaction-là, en fait, ça permettrait à la personne de se sentir bien au sein de l'entreprise. Je vois ce que tu me dis, mais je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Il y a un comportement qui est très humain. Ouais. C'est que dès qu'on constate quelque chose qui est différent, notre esprit se focalise dessus. Et on commence à se poser des questions. Ces personnes qui regardaient ce monsieur dans le métro, il y avait probablement certains dedans qui avaient l'esprit mal placé. Mais je pense que pour une grande part, c'était de la curiosité. C'était de se demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment est-ce qu'il s'est fait ça? Ce qui était maladroit, c'était de fixer la personne. Mais oui. C'est de fixer la personne. Mais oui. Ça, oui, c'est maladroit, c'est gênant, parce que vous ne la connaissez pas. Voilà. Mais je pense que la plupart des gens commencent à s'imaginer des choses, se demander... Oui, je me la suis posé cette question. Comment c'est arrivé? Oui, mais je me la suis posée sans forcément avoir le regard fixé sur ces personnes. Oui, ça, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est maladroit, oui. C'est là que je te parle de comportement. Tu peux avoir l'information, mais ton comportement, en fait, va déterminer le bien-être de la personne qui est à côté de toi, en fait. Et rehausser son estime d'elle-même. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, à ces gens qui peuvent se retrouver dans la situation que tu viens de décrire? Parce que, malheureusement, il y aura toujours des personnes qui vont fixer. Mais non, et la quasi-totalité des gens vont intérieurement se demander mais comment ça a arrivé ça? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil déjà, moi dans un premier temps, à la personne même qui revient de maladie, qui arrive avec on va dire quoi, des séquelles en fait d'un accident ou d'une maladie? Je pense que l'aspect psychologique va énormément jouer. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit armé, il faut qu'il puisse en parler des dispositifs. Ça peut être par le biais de psychologues, de la médecine du travail, qui va pouvoir l'accompagner sur sa reprise en entreprise. Il y a pas mal de dispositifs qui existent et c'est vrai que ça peut aider. Et peut-être être accompagné également de la part de sa hiérarchie. C'est-à-dire qu'il faut que le manager soit en pleine cohésion avec lui pour justement faire en sorte que les objectifs soient atteignables, mais qu'il y a cette communication-là qui puisse permettre de dire quand ça ne va pas, surtout. D'accord. Je peux donner un exemple que j'ai vécu moi-même personnellement. C'est que moi, j'ai eu un problème de peau. Oui. À un moment, en fait, j'ai des taches noires qui ont commencé à apparaître. Partout, spontanément comme ça, partout sur mon corps, qui sont multipliées un peu partout. D'accord. Et quand j'ai consulté, on ne trouvait rien. C'est-à-dire les taches ne m'ont jamais fait mal, jamais provoqué aucune autre réaction que d'être là. Mais visuellement, c'était embêtant. Parce que, je peux comprendre, voilà, tu as plein de petites taches qui apparaissent, plus ou moins grosses et tout.
alors que tu ne les avais pas avant. Ouais. Donc pendant un moment, même en hiver, ça va, tu es toujours en pull et tout, ça va. Mais en été, j'avais du mal parce que oui, bien sûr. Je pouvais pas porter des polos avec les manches courtes, en short, j'étais pas à l'aise, j'avais des taches sur les jambes. Mais je me suis rendu compte à un moment que je pouvais pas continuer comme ça. Ouais. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je pourrais dire moi aux gens qui me poseraient la question et qu'est-ce que je pourrais surtout me dire à moi-même dans ma tête pour pouvoir supporter lorsque les gens me posent la question. Parce que pourquoi les gens ont besoin de te poser la question? Moi, c'est ça qui m'interpelle. Moi, je pars du principe que les gens, ils sont curieux. Ça peut être une curiosité mal placée, mais je peux difficilement, moi, en fait, empêcher les gens de se poser une question. Oui, bien sûr. Ils ont leur propre esprit, ils le pilotent eux-mêmes. Souvent même, ils ont du mal à le piloter. Mais à partir du moment où tu n'abordes pas le sujet. Oui, tu peux ne pas aborder le sujet. Donc, c'est intrusif de te poser la question. Il y a des gens qui vont quand même y aller. Malheureusement, il y a quand même des gens qui vont y aller. Et certains ne te poseront pas la question, mais ne pourront pas s'empêcher de temps en temps de jeter un coup d'œil. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, ils se posent la question. Oui. Ils ne l'expriment peut-être pas. Ça peut être un coup d'œil. Est-ce que c'est obligé d'être... C'est pas obligé d'être plusieurs coups d'œil, mais t'en as qui vont le faire. Pour l'avoir vécu avec ces tâches-là, t'en as qui vont le faire. Du coup, moi, j'ai dû me battre contre mon propre complexe. Et exactement. Comme je disais, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je peux répondre à quelqu'un qui me pose la question, mais surtout, qu'est-ce que je peux me dire à moi-même si j'ai l'impression, j'ai la sensation que les gens autour de moi se posent la question. Tu sais quoi? Je me suis dit que j'étais un léopard. Pas mal. Que j'étais tacheté comme un léopard. Exactement. J'étais fort rapide comme un léopard. Exactement. C'est très con, mais ça m'a aidé. Ben oui. À chaque fois qu'on m'a posé la question, je disais que je suis un léopard. Et tu as eu beaucoup de questions comme ça? Quelquefois, j'ai eu quelques remarques. Les gens qui me posaient la question juste pour savoir, mais c'est quoi ça et tout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à en parler moi-même. En fait. Voilà. J'ai intégré ce truc-là à ma personnalité. Je ne peux pas l'enlever. Donc voilà, je fais avec, je vis avec et je ne vais pas me cacher. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Après, j'avoue que ça peut être vraiment très difficile. Ça peut être vraiment très difficile pour d'autres personnes parce qu'il peut y avoir des choses encore plus graves que juste avoir des taches sur le corps. Maintenant, concrètement, on dit qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme conseil aux autres personnes qui sont en face. Parce que moi, j'estime qu'il y a un élément contre lequel on peut difficilement lutter, c'est de se poser la question. Dès qu'on voit intérieurement, on va se poser la question. Fixer, trop regarder, c'est gênant. C'est gênant, bien sûr. Poser la question, c'est gênant. C'est gênant. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent lutter contre cet élan qui peut venir spontanément en eux? Mais en fait, je te retourne la chose. J'aimerais que, à l'inverse, s'ils étaient dans cette posture-là, comment ils aimeraient qu'on se comporte envers eux? Donc l'idée serait de se poser soi-même cette question. Soi-même cette question. Se demander, est-ce que, à la place de la personne, est-ce que comment je me sentirais si on me fixait de cette façon? Et mais c'est pour tout. Par exemple, une personne qui va avoir une perruque pour cause de maladie, est-ce qu'on est obligé de fixer la perruque? On sait qu'elle en a une. Tu vois, là, c'est le comportement même de l'être humain qu'il faut revoir. Et encore pire quand c'est au sein de la société, parce que là, tu remets tout en question, en fait. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire changer les gens? Ça, bon, la question. Moi, je comprends l'intérêt de la chose. Après, je t'avoue que je ne suis pas très optimiste quant à la capacité des gens d'adopter de changer, en fait, leur attitude. Parce que par défaut, les gens sont très curieux. Et s'il y a vraiment un élément qui est très différent dans le paysage, l'esprit aura tendance à se tourner vers cet élément-là. Est-ce que tout le monde est armé comme toi? Ou à la maturité nécessaire. Voilà, la maturité nécessaire pour, comme toi, baisser les yeux, vaquer à autre chose. Avoir la question en tête, mais ne pas faire sentir à la personne en face qu'on se pose cette question. Moi, je ne suis pas très optimiste quant à la capacité de l'essentielle majorité des gens d'adopter cette attitude. Si tu devais conclure, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il faudrait, en tout cas au sein d'une entreprise, donner l'aisance nécessaire à la personne qui revient, de pouvoir s'épanouir pleinement. Et il faut qu'on ait tous en tête que le retour, en fait, c'est un signe de reconnaissance
et de reconnexion avec soi-même en fait. D'accord. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même vécu ce genre de situation ou est-ce que vous avez été un peu trop curieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut respecter quand même l'intimité des autres et savoir qu'une personne qui revient après maladie ou une personne qui a des séquelles d'un accident ou d'une maladie le sait et peut avoir un complexe par rapport aux séquelles qui sont visibles. Donc il faut avoir l'intelligence, la maturité et la sagesse de ne pas rappeler à cette personne-là, par notre comportement, ce que cette personne-là sait déjà bien assez. Exactement. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.